Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les membres du jury, chers publics et chers contradicteurs, bonjour. En ce 14 février, je vous aime, tous, vous, vos qualités et vos défauts. Aujourd'hui, la question posée, si l'amour rend aveugle, le mariage rend-il la vue, m'a mise dans l'embarras. Pourquoi? Eh bien parce qu'étant myope, je ne voyais pas l'amour au loin, même ayant changé mes lunettes. Et ensuite parce que l'amour est très complexe à définir. En effet, l'amour est un fleuve d'Extrême-Orient qui s'étend sur 4354 km et prend source dans l'Argoun, ce qui en fait le premier fleuve de Sibérie à la frontière de la Chine. On dit souvent que l'amour est un long fleuve tranquille, mais il me semble que le courant, en amont, est beaucoup plus puissant qu'on ne le pense. Mais outre un fleuve, l'amour est bien plus. Un désir insatisfait, fait de pulsions et de passions. Le but premier et le but dernier de chaque espèce, c'est la cohésion des êtres, l'acteur de la descendance. L'amour, c'est le centre unificateur de deux êtres opposés qui se donnent et s'abandonnent pour se retrouver dans l'autre. C'est le fondateur des générations à qui on cède à l'impudence dans l'euphorie de l'instant présent. L'amour, ce n'est pas quelque chose de quantifiable. Je ne peux pas vous dire « je vous aime 6 fois ». Une fois pour votre beauté, une fois pour votre élégance, une fois pour votre savoir. Mais je ne vous aime pas pour votre rire. Non, l'amour, c'est regarder l'autre et se dire, en cet instant précis, je me sens bien avec, je l'aime. Aujourd'hui, je répondrai à la question suivante, si l'amour rend aveugle, le mariage rend-il la vue, en 2 parties. Premièrement, je défendrai que l'amour rend aveugle, et deuxièmement, je dirai que s'il rend aveugle, alors oui, il rend la vue, le mariage rend la vue. Mais avant tout, de quel amour parlons-nous? L'amour des autres, l'amour de soi, ou l'amour de la nature, l'amour familial? Cet amour qui, dans tous les cas, nous pousse à prendre des risques, comme Ève ayant cueilli la pomme, le fruit défendu. Pourquoi nous pousse-t-il à prendre des risques? L'amour est fait par un cocktail d'hormones qui agit sur le cerveau. La dopamine, l'oxytocine, la sérotonine et enfin l'endorphine. Toutes ces hormones font de nous quelqu'un de dépendant. Et parfois, quand on manque de ces hormones, se produit quelque chose qu'on appelle le chagrin d'amour. Toutes ces hormones déforment nos sens et nos perceptions, ce qui parallèlement nous rend aveugles. La cataracte des passions aveugle l'entendement sous le scalpel des habitudes. Platon est d'ailleurs le premier à parler d'aveuglement. Je cite, « Celui qui aime s'aveugle sur ce qu'il sème ». C'est d'ailleurs pourquoi sur les peintures de la Renaissance, Cupidon, dieu de l'amour, est souvent représenté par un petit garçon ayant les yeux bandés. De plus, selon Rousseau, je cite, « On a fait l'amour aveugle parce qu'il a de meilleurs yeux que nous ». Pascal ensuite aiguise cette thèse, affirmant que le cœur a ses raisons que la raison ignore. L'amour aveugle entraîne chez l'individu un voile de protection contre tout défaut, ce qu'on appelle la cristallisation. La cristallisation apparaît premièrement chez Stendhal, qui nous en parle. Il la définit comme l'illusion créée par la passion ou même la mystification de l'être aimé par l'amoureux. L'amoureux crée son objet à partir de la réalité qui se trouve déformée par toutes ces hormones sur le cerveau. L'amoureux crée autour de l'être aimé un voile que lui seul voit et comprend. En cet instant, nous voyons la vie en rose. C'est pourquoi elle court la maladie d'amour, dans le cœur des enfants de 7 à 77 ans. En 1799, George Lichtenberg expose son aphorisme sur l'amour rend aveugle et le mariage rend la vue. Le mariage est l'antidote à cet aveuglement. De plus, inscrit dans le Code civil depuis 1864. Le mariage est une union reconnue par la mairie ou religieusement dans lequel les deux aimés prononcent leur vœu d'amour, de fidélité et de protection jusqu'à ce que la mort ne les sépare. Selon Jean-Louis Aubert, le mariage est une institution autour de laquelle viennent s'appuyer mutuellement deux existences. C'est l'entrelacement de deux destinées. C'est l'enchaînement harmonique de deux êtres qui se réfugient sous le même toit,
respirent le même air et se nourrissent des mêmes espérances. C'est mettre en commun les plaisirs aussi bien que les douleurs inséparables de leur existence. Le mariage fait aspirer un but commun, que ce soit la famille, la descendance, la philosophie de vie. Le mariage c'est faire don de soi à l'autre à travers une promesse bien spéciale, que j'appelle personnellement le premier CDI de l'amour. Le mariage supprime ce rapport de sujet à objet en le replaçant par une union des êtres, une union où on enlève le pronom je et on le replace par le pronom on. On ne forme qu'un. C'est un engagement spirituel bien précis. Ensuite, le mariage, c'est le seul moment où le prêtre devient le Seigneur des Anneaux. Il devrait en profiter. Dans le mariage, le désir n'est pas linéaire et parfois peut s'estomper avec l'arrivée de la routine. Dès la phrase fatidique « Dis chaton, t'oublieras pas d'acheter mes tampons. Ah, et oublie pas tes cachets pour tes mycoses !» Le voile se brise. Mais, dans un cas, l'amoureux va persévérer et dans le cas positif, il s'habituera aux défauts et à ces petites complaintes qui vont permettre au couple de s'endurcir, de se protéger, de se rassurer. Mais dans le cas contraire, malheureusement, le plus fréquent aujourd'hui, l'amoureux déçu de l'image qui n'était pas celle qu'il pensait, se retrouve déçu et provoque ainsi le divorce. Selon Henri Frédéric Aniel, je cite, « Le mariage est une loterie qui ne tente que les imaginations optimistes, les audaces présomptueuses, les espérances irréfléchies, car il y a 30 fois plus de manières d'être malheureux que d'être heureux. » Le rapport d'Amso exprime une phrase qui, au détriment de certains, a rendu la vue à d'autres. Est-ce que tu aimes vraiment la meuf avec quitter, ou est-ce que par habitude tu n'oses plus la quitter? Ainsi, pour retrouver la vue complète, l'amoureux ira chez son plus compétent ophtalmologue, l'avocat. Et parfois, dans de terribles cas, si la vue est retrouvée, mais aucune modification ne se passe, alors le monsieur tout-le-monde sera de plus en plus anéanti. Et le fil qui tient leur relation se brisera de plus en plus par quelques petits détails accumulés. Le taf, l'angoisse, sa ville, l'ennui, le temps qui passe, la routine, l'ennui, l'amour, les mers, les rêves, la vie, l'enpoteau, sourire, encore la vie, le stress, les larmes, les cris, les klaxons, les sonneries, la voiture, la femme, la belle-mère, les soirées à table, le canapé, le film banal, le pain pour le canard du canal, le chien, le nain de jardin, la terrasse au soleil, comme le disent Big Flo et Oli dans leur chanson Monsieur Tout-le-Monde. Pour conclure, l'amour rend aveugle et parfois provoque des réactions irréfléchies et hors de contrôle. Ainsi, certaines personnes manipulées, battues, blessées ne vont pas chercher de solution au problème parce qu'ils sont aveuglés par cet amour. C'est pourquoi, de la même façon, certaines personnes trompées par leur conjoint, par leur femme, par leur mari, pensent qu'ils sont fautifs. Mais le mariage, ce moment où la mariée retire le voile et se met à nu devant l'autre afin de promettre de dévoiler tout, permet la fin de cette cristallisation lors de laquelle deux choix existent. La continuité du mariage ou encore le divorce. Moi, je préfère croire à l'amour lucide ayant dépassé la cristallisation, car comme le disait Virgile, omna vincit amor, l'amour triomphe de tout. Mais le cas le plus fréquent, retrouvé chez de nombreux couples mariés âgés, qui prouve que l'amour rend aveugle et que le mariage rend la vue, se trouve dans la chanson de ce cher Aznavour, « Tu te laisses aller ». Et pour conclure, je vais vous en lire un extrait. « Ah, t'es belle à regarder, tes bâtons de banc sur tes chaussures, et ton vieux peignoir mal fermé, et tes bigoudis, quelle allure. Je me demande chaque jour, comment as-tu fait pour me plaire? Comment ai-je pu te faire la cour et t'aliéner ma vie entière? Comme ça, tu ressembles à ta mère, car rien pour inspirer l'amour. Devant mes amis, quelle catastrophe! Tu me contredis, tu m'apostrophes. Avec ton venin et ta hargne, tu ferais battre des montagnes. Ah, j'ai décroché le gros lot le jour où je t'ai rencontré. Si tu te taisais, ce serait trop beau. Tu te laisses aller, tu te laisses aller. Tu es une brute et un tyran. Tu n'as pas de cœur et pas d'âme. Pourtant, je pense bien souvent que malgré tout, tu es ma femme. Merci. Le tendre, c'est décider inconsciemment
de tomber dans l'attachement périssable du premier dévoilement. Mais aimer profondément, c'est souffrir d'une douce amnésie consciente, d'une hémiplégie du cœur qui fait voguer l'âme vers la pérennisation d'une histoire véritable. Mathis Moisson, 2019. Copyright. Car en effet, sous mes dehors bourrus et déplumés, sous ce visage aussi fermé que la porte de bonnes nouvelles, et sous ces couches rigides imposées par un devoir de prestance endimanché, se cache un romantique, baigné à l'eau de rose, et passant le plus clair de son temps à se morfondre devant Twilight et Love Story. Un cœur aussi moelleux qu'une pièce de viande charolaise, et si prompt à s'émouvoir à la lecture d'un livre de la Dame en rose, Barbara Cartland. Très cher président, très cher jury, chère contradictrice et très cher public. Soyons clairs. Le fond du sujet d'aujourd'hui est on ne peut plus décelable en ce jour de Saint-Valentin. C'est bel et bien de l'amour dont il s'agit, le grand, le beau, le vrai, celui avec un grand A. Celui pour lequel il ne fait plus de doute que le plus à même d'en développer l'essence ne fut autre que moi. Mais quel en est donc réellement l'essence? À partir de quand va-t-on considérer l'amour? Stendhal nous répond que l'amour se crée par l'auto-illusion, la mystification qui va s'opérer après la rencontre d'un être qui plaît. De l'esprit, l'amour tire toute son essence, en ce que la représentation qu'un individu se fait de l'être qu'il commence à aimer est parfaite. Donc oui, 1000 fois oui, l'amour rend aveugle, et il ne s'agit pas réellement de cécité. C'est un jugement tronqué. L'amoureux, mettant de côté une certaine raison, une certaine lucidité, se retrouve comme aveuglé, à l'image de la représentation picturale de Cupidon, qui ne voit plus alors par l'œil, mais par l'âme. Shakespeare disait en effet, l'amour ne voit pas avec les yeux, mais avec l'imagination. Mais là où le formidable survient, c'est lorsque l'être désiré, votre moitié prédestinée, touchée par la flèche argentée de l'angelot mutin, partage et ressent cette même fougue qui vous anime et parvient à vous convaincre, à vous abandonner parfois à la cécité, à vous abandonner raisonnablement à la déraison. Car il y a toujours une histoire de raison dans le véritable amour. On ne parlera pas ici de passion excessive qui détruit, qui altère le jugement et pousse souvent aux plus grandes jalousies et aux violences de l'âme torturée. Ainsi, pour invoquer de nouveau Stendhal dans une de ses œuvres les plus connues, Le Rouge et le Noir, que le personnage de Madame de Rênal, qui se perd au point de tirer sur son amour impossible, Julien Sorel. Non. Mais bel et bien de l'amour fusionnel. Celui qui, partagé, ne peut avoir comme finalité que la tolérance envers les défauts de l'autre, la confiance telle qu'il est rendu possible de s'abandonner soi-même à la poursuite d'une vie commune qui pourra, si volonté s'en fait, prendre la forme du mariage en ce qu'il représente la volonté fusionnelle de complétion de ces deux êtres en phase, animés par ce véritable amour et aussi de cette réduction d'imposition qui, il faut bien l'avouer, n'est somme toute pas négligeable. Mais si l'amour rend donc aveugle, le mariage rend-il pour autant la vue? C'est l'interrogation qui est portée à nous aujourd'hui et c'est l'interrogation à laquelle, contrairement à ce que ma pessimiste contradictrice a tenté de vous faire croire, au fin que vous puissiez ne jamais faire confiance en cet aboutissement commun qu'est le mariage, il est en réalité impossible de répondre autrement que par la négative. L'amour. L'amour véritable. J'ai bien dit véritable. C'est en effet ce dont il s'agit. Et cela servira concrètement de socle à notre réflexion. Ce sont les fondations de l'édifice. L'amour véritable est autant la base du sujet et de notre argumentation qu'il est la base d'un vrai mariage. La volonté du sujet est d'argumenter sur l'amour qui rend aveugle. C'est l'amour sincère qui fait décoller vos pieds, vos jambes, toutes sortes d'appendices et tout votre corps de la terre pour vous emmener ailleurs, dans un autre univers, une autre dimension. Peut-être certains ici n'ont pas encore connu l'amour et peut-être l'expérience du vécu de ces sentiments est-elle absente. Toutefois, la conscience de ce que le concept recouvre est universelle. L'amour est universel. C'est celui-ci même qui est visé. Et en ce sens, il est essentiel d'exclure toute autre cause du mariage comme réflexion. Par le mot « si » du sujet, le lien entre amour, aveuglement et mariage s'opère, et c'est ainsi sur cela que nous développons. Aimer, c'est vivre. Aimer, c'est voir. Aimer, c'est être. Victor Hugo nous faisait part de ces mots, car oui, la vie est animée par l'amour et ses paroles feront avancer notre réflexion. Il est acté qu'il s'agira donc d'amour véritable lorsque nous évoquons le mariage. Mais alors pourquoi nous dit-il que l'amour c'est voir? Ne vient-on pas de dire que l'amour rend aveugle? Victor Hugo ne s'est pas trompé. Et moi non plus. L'amour rend aveugle, certes. Mais cet aveuglement est en quelque sorte hybride. Vous vous abandonnez à l'être aimé, vous acceptez de ne pas voir, de mettre de côté les défauts de la personne que vous aimez. Mais aimer, c'est voir. Parce que la vue ne se constitue pas que par les défauts. L'amour peut altérer le jugement, mais aimer, c'est voir. Et ce pour deux raisons. D'une part, l'amour provoque une certaine clairvoyance, qui lui est inédite lorsqu'il s'agit des qualités invisibles.
Lorsque vous aimez, vous voyez toutes les plus ou moins petites, mais toujours belles choses chez l'autre. Ces qualités enfouies ne font plus de secret pour vous. Et ces moments de clairvoyance donnent raison à Hugo. Et d'autre part, il ne faut qu'admettre l'ivresse amoureuse. Et l'état physique et moral dans lequel vous plonge l'amour ne vous font finalement que voir plus en détail les choses du quotidien. Recevez un SMS de votre moitié qui vous fait chaud au cœur, puis levez la tête. Vous remarquerez alors avec plus de détails les couleurs des feuilles des arbres du square Saint-Roch. Tournez la tête et vous verrez les détails architecturaux des édifices qui vous entourent auxquels vous n'avez jamais fait attention. Quitte à vous faire aimer l'architecture Perret, qui sait. Levez la tête et vous remarquerez les oiseaux marins en ombre de cette jolie ville du Havre planer et voler paisiblement sans que vous n'ayez apporté le moindre intérêt auparavant, excepté peut-être les 2 ou 3 traces de guano tombant annuellement sur vos blazers tout neufs. Mais alors oui, l'amour rend aveugle. Mais uniquement en ce qui nous fait avoir envie, plus ou moins consciemment, d'écarter les aspects négatifs de l'être avec qui nous partageons ces sentiments amoureux. Mais en aucun cas, il n'est question de provoquer la cécité ou la bêtise. Alors pourquoi serait-il nécessaire de retrouver la vue? Le mariage n'est que l'aboutissement de cet aveuglement inconsciemment volontaire. Alors pourquoi diable pourrait-on parler de mettre fin à ce qui est pourtant la base même de l'amour et du mariage? L'amour rend aveugle. L'amour doit rendre aveugle. Il a sa propre lumière, éblouissante. Ce sont les mots de Daniel Pénac. Car en ce qui concerne l'aveuglement dont il est question, celui-ci est bien entendu nécessaire. En ce qui ne provoque pas la cécité, cet aveuglement particulier n'est que bénéfique, et il se met en position de condition au mariage amoureux. Bertrand Bach, en complétion de Victor Hugo, disait ainsi: « En amour, si vous n'êtes pas aveugle, vous ne savez pas où vous allez. » L'amour rend aveugle, mais aimer, c'est voir, car cet aveuglement particulier éclaire lui-même le chemin amoureux et le rend finalement possible. Le mariage en ces lieux et places que sont la concrétisation et l'aboutissement d'un amour véritable, d'un projet commun, de vie basé sur des sentiments partagés et profonds, qui ne sont rendus en réalité possibles que par l'existence d'un aveuglement effectif, eh bien ne peut pas rendre la vue. Laissez-moi être clair. C'est parce qu'il n'y a plus d'amour que la vue est retrouvée. En ce sens, peut-être admettrons-nous que le divorce, rend-il la vue, n'est pas le mariage. C'est Jean-Antoine Petit qui nous confiait les mots suivants. L'amitié doit être éclairée et l'amour aveugle. Qui ne voit pas les défauts de son ami ne l'aime pas, et qui voit ceux de sa maîtresse ne l'aime plus. Arrêtons de croire que le mariage ne serait qu'un cercueil dont les enfants sont les clous, ainsi que le dirait Olivier de Benoît. Le mariage ne rend pas la vue, car d'une part, cette dernière n'a jamais été réellement perdue, et d'autre part, car l'échec du mariage ne résulte que de la perte du savoir-aimer. Celui qui voit les défauts de son ou sa bien-aimée ne l'aime tout simplement peut-être plus correctement. On aimerait imaginer, pour se dédouaner, que le mariage est une cause du divorce et de la perte de l'amour. Mais cessons cette hypocrisie. La cause n'est que conséquence. C'est parce que le savoir-aimer se perd que le divorce a lieu, et non l'inverse. L'amour naît mais ne s'éteint jamais. C'est juste que l'on ne sait plus aimer, disait Guillaume Vicieux. Et en ce sens, cela signifie que ce n'est pas le mariage qui rend la vue. Le mariage, en ce qu'il n'est que la concrétisation d'un amour véritable, ne peut pas rendre la vue et faire perdre cet aveuglement qui conditionne l'amour. C'est en fait parce qu'il n'y a plus d'amour que la vue s'en trouve retrouvée. Car le savoir-aimer tend à se perdre au fil des années si l'amour originel, en l'espèce, n'était qu'une amourette, et non un amour véritable. Ce qui rend la vue, c'est de ne plus savoir s'aimer, ou de ne s'être jamais vraiment aimé. Et pour finir, puisque selon Honoré de Balzac, l'amour est la poésie des sens, permettez-moi de conclure par ces quelques vers. Quoi qu'il advienne, selon l'usure du temps, l'habitude, la rengaine, un ou deux prétendants, nos colères, tes amants, et pourquoi pas ta maman, ne pourront jamais instaurer la haine, le dégoût ou aucun ressentiment. Car 2 cœurs purs, ainsi que 2 enfants, ne pourront que sceller un amour véritable, profond et enivrant. Baptiste Moisson, 2019.